Rivalité, dépendance, incertitude, quelle stratégie pour l'Europe? J'ai vraiment beaucoup de chance d'être là avec les éminentes personnalités qui ont accepté d'être avec nous sur un sujet dont je crois l'actualité semble tous les jours plus saisissante. L'inquiétude qu'on retrouve à la fois chez nos concitoyens, comme d'ailleurs chez les responsables de toutes les institutions ou toutes les entreprises, pose de multiples questions qui sont aussi fantastiquement stimulantes. Si on veut, pour reprendre une formule célèbre, allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté. Nous assistons à une offensive claire de la part des autorités américaines, mais aussi d'autres puissances à velléité impériale, de remise en cause du système de relations internationales, fondé sur le multilatéralisme et les principes de l'état de droit, au profit d'une approche plus, on dit transactionnelle maintenant, n'hésitant pas à mobiliser la force. Et très récemment, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, appelait à une révision profonde de l'économie européenne pour faire face à ce qu'elle décrit comme un levier de rideau du nouvel ordre international. Cette phrase a été prononcée juste après les menaces du président américain d'imposer de nouveaux droits de douane. Et c'est aussi ce que semble indiquer un sondage qui, comme tous les sondages, vaut ce qu'il vaut, mais qui a été fait très récemment par le BCG, donc le Boston Consulting Group, à la fois auprès de chefs d'entreprise et de citoyens européens, 6000. Et fondamentalement, il y a une convergence sur le diagnostic. Beaucoup voient dans l'Europe le levier crédible face à la situation d'inquiétude dont j'ai parlé. Plus de 60% des dirigeants d'entreprise et des citoyens soutiennent une coopération et une coordination accrue. Pour être tout à fait honnête, c'est un peu moins en France, c'est autour de 55%. L'Europe semble être, selon cette enquête que vous pouvez trouver facilement, à la fois la solution et le problème. La solution parce qu'effectivement, c'est une réponse à la taille de ce que nous avons face à nous. Et cela étant dit, 85% des dirigeants d'entreprise considèrent aussi que l'Europe a atteint une impasse institutionnelle. Et il y a un consensus massif chez les dirigeants d'entreprise comme les particuliers sur la nécessité d'un changement radical. Évidemment, la réponse à ces questions dépend des questions, donc il faudrait voir ce qu'il y a derrière les mots. Et c'est bien toute la chance que nous avons avec ce panel de voir très concrètement, d'abord à travers un diagnostic rigoureux, la situation actuelle, pour examiner ensuite ce qui peut et ce qui doit être fait. Au fond, pour passer rapidement sur un sujet que je connais un peu plus que les autres, qui seront exposés ici, c'est-à-dire le numérique, vous avez récemment entendu évoquer l'hypothèse que le numérique soit coupé. Et comment penser des ruptures alors qu'on a l'habitude d'être dans des scénarios finalement plutôt incrémentaux, et faut-il les penser et comment les organiser? Dans un premier temps, l'idée c'est de procéder en 3 temps, mais évidemment, comme on se l'est dit en échangeant tout à l'heure, on va déborder à travers les questions, c'est facile, le plan est très cartésien, donc il ne sera pas appliqué. Premièrement, des règlements en cours. Deuxièmement, faut-il, oui ou non, redéfinir les priorités, et si oui, lesquelles? Et enfin, troisièmement, comment peut-on le faire avec les modalités d'intervention actuelles, ou faut-il les changer? Tout ça avec ces 4 intervenants prestigieux dont j'ai parlé. Ils auront à chaque fois 5 minutes chacun. Je serai donc la maîtresse des horloges, mais pour pas longtemps, moi. Et donc, je vais commencer par donner la parole à Marianne Barbalayani. Je crois que j'ai pas besoin de la présenter, mais quand même, elle est présidente de l'AMF et préside actuellement le comité permanent relatif à la protection des investisseurs européens de l'Autorité européenne des marchés financiers et co-préside au niveau international le même type de structure, je dirais. Pas tout à fait, mais... Pas tout à fait, mais c'est pas grave. C'est le FSEG voilà, qui est le groupe qui s'occupe au niveau international de stabilité financière entre régulateurs de marché.
voilà. Un peu compliqué. Donc, je vous passe la parole et puis ensuite, on aura ce tour de table régulier à 5 minutes pour chacun. Je vais donc commencer. Allez-y, je vous le passe la parole. Merci beaucoup. Donc, effectivement, je suis la présidente de l'autorité des marchés financiers. Donc, je suis ravie d'être là ce soir pour parler de sujets qui sont au cœur de nos préoccupations, c'est-à-dire le rôle que peut jouer la régulation pour renforcer la souveraineté de l'Europe et défendre son modèle dans le contexte du climat géopolitique actuel. Alors, je vais enfoncer un peu une porte ouverte. C'est vrai que nous vivons des temps d'incertitude qui sont probablement sans équivalent par rapport à ce que beaucoup d'entre nous ont connu depuis bien longtemps, et ces incertitudes, ces désordres mettent en avant des vulnérabilités qui inquiètent nos concitoyens et renvoient, je crois, à un rôle très fort qui est attendu des institutions publiques. Donc nous sommes ici, je crois, tous représentants d'institutions publiques. J'estime que nous avons une responsabilité sans doute encore plus forte que jamais dans ce contexte d'incertitude, de tracer des voies et de jouer un rôle de boussole. Et c'est vraiment un rôle éminent pour les régulateurs que de constituer un point d'ancrage, un point de référence, une colonne vertébrale pour nos sociétés. Alors, c'est aussi le cas évidemment de la régulation, et d'ailleurs, je suis avec l'AMF un peu au cœur des problématiques qui sont posées aujourd'hui, puisque nous venons d'adopter comme signature réguler la finance, renforcer la confiance. Donc, réguler la finance, c'est évidemment le cœur de ce que je vais développer aujourd'hui. Renforcer la confiance, c'est l'objectif, et évidemment, ça ne se décrète pas, ça se prouve. Cette approche, évidemment, va trouver dans le contexte actuel une pertinence particulièrement forte, avec le point que j'aimerais développer ce soir, qui est le grand projet européen d'union d'épargne et de l'investissement, qui est évidemment à la fois en termes d'échelle, de diagnostic et d'ampleur de ce qui est sur la table, une des réponses essentielles, me semble-t-il, au désordre actuel. Alors, ceci étant dit, quelques mots de diagnostic, puisque je vais essayer de suivre le plan cartésien, même s'il risque d'exploser en vol. Donc, je voudrais pas être la première responsable de ce désordre. Ne mettons pas de désordre dans le désordre. Donc, tout d'abord, en matière de dérèglement, quelques mots d'abord sur qu'est-ce qu'on observe sur les marchés financiers, parce qu'après tout, les marchés financiers sont un bon indicateur de la perception des dérèglements. Alors, effectivement, les marchés ont réagi assez vivement et de manière assez classique quand ils ont été confrontés à des incertitudes ou à des choses inattendues. Et ainsi, on a vu lors du Liberation Day en avril dernier des réactions très fortes sur les marchés, avec des pics de volatilité et un volume de transactions sur les marchés qui était sans précédent dans l'histoire. Ça a d'ailleurs eu un effet, et je vais défendre cette thèse, les marchés ont eu un effet amortisseur et stabilisateur. C'est-à-dire, d'une part, les marchés ont réagi normalement face à des annonces qui étaient hors normes, donc ils ont réagi vivement. Ils ont réagi de manière résiliente, puisqu'il n'y a pas eu de disruption sur les opérations de marché. Et ils ont donné des signaux qui ont été entendus, puisque vous vous souvenez sans doute qu'au bout de 3 jours de relative tempête sur les marchés avec ces pics de volatilité, les annonces qui avaient été faites sur les droits de douane ont été suspendues, renvoyées à plus tard, etc. Donc je défendrai ici que dans ce genre de situation, finalement, les marchés peuvent aussi exercer un rôle de stabilisateur. Alors, pour autant, même si ils ont plutôt bien performé, notamment les marchés boursiers pendant l'année 2025, qui a été assez chaotique sur tout un tas de plans. On observe une forte volatilité sur les marchés avec des fluctuations importantes et un indice que j'aime bien qui est l'indice Fear and Greed, c'est-à-dire est-ce que les marchés sont plutôt dans une phase de peur ou dans une phase où ils ont très envie de gagner de l'argent et de prendre des risques. On est à 42 sur un espèce de demi-camembert. Alors on n'est pas dans la phase d'extrême peur, mais on est dans la phase de peur. Donc, on voit bien quand même que toutes ces incertitudes, il n'y a pas d'ailleurs que les incertitudes liées au désordre politique, il y a des incertitudes qui sont liées à des valorisations très importantes, notamment dans le secteur de la tech, etc. Donc, on voit bien que les marchés sont avec des valorisations très élevées, les bourses ont vraiment beaucoup performé et donc ils sont susceptibles de réagir assez vivement aux mauvaises nouvelles et c'est une chose que nous suivons évidemment avec attention. Alors, l'autre sujet
sujet qui est celui de la gouvernance et des dérèglements en termes de diagnostic que je voulais aborder, ça sera mon deuxième point, je m'arrêterai là, c'est comment ça se passe finalement depuis quelques mois, depuis à peu près un an, dans nos instances de régulation financière internationale. Là aussi, au risque du paradoxe, je dirais que ça se passe plutôt pas mal. Donc, en 2 mots pour décrire le paysage, nous avons en matière financière le G7, le G20 qui traitent des sujets financiers, donc qui sont des instances très politiques. Il y a une instance qui est à mi-chemin entre le politique et le technique, qui est le Conseil de stabilité financière. Et puis, au niveau des régulateurs de marché, nous avons une instance internationale qui s'appelle l'OICV en français, IOSCO en anglais. Et donc, dans ces domaines, ce que l'on a observé depuis, je dirais, le changement de paradigme sur la coopération internationale, le multilatéralisme, c'est que plus les instances sont politiques, plus elles sont confrontées à ces problèmes. Mais en revanche, je le dis très, très franchement, dans notre domaine, c'est-à-dire au sein d'IOSCO, nous n'observons aucune disruption. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des changements d'agenda poussés notamment par nos collègues américains. Je ne vous cache pas que parler de finances durables, par exemple, dans nos instances, devient parfois un peu compliqué, notamment quand on parle de stabilité financière. Les Américains nous disent « mais ce n'est pas un problème de stabilité financière ». Donc, moi, je continue à défendre l'idée que ça crée des risques financiers, ça crée aussi des risques financiers et qu'on a bien intérêt à s'en préoccuper. Mais néanmoins, fondamentalement, ces instances fonctionnent extrêmement bien. Paul Atkins, qui est le nouveau président de la SEC, a prononcé un discours hier à Bruxelles, le 3, non, les 5 avant-hier, que je vous recommande et qui est un véritable éloge du multilatéralisme en matière financière. Et d'ailleurs, je dois dire que nous avons des relations extrêmement cordiales, extrêmement fréquentes et fortes avec nos collègues américains qui sont parfaitement conscients que les marchés étant mondiaux, la concertation entre régulateurs, notamment sur les sujets de stabilité financière, est tout à fait essentielle. C'est-à-dire que essayer de traiter les incertitudes et les risques de marché qui sont par nature mondiaux dans des silos serait probablement suicidaire. Et objectivement, actuellement, nous n'observons pas de désordre particulier dans nos instances, mais qui sont des instances entre régulateurs. Donc, je referai un petit éloge des régulateurs et des autorités indépendantes. Il est exact que lorsque on est entre professionnels de la régulation des marchés, on se parle marché et on se parle assez peu d'autres sujets, notamment de sujets politiques. Je m'arrêterai là pour cette première question. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Benoît Cœuré, donc qui lui est président de l'autorité de la concurrence et aussi président du comité de concurrence de l'OCDE plus récemment. Et dans ses vies antérieures, il a été aussi membre du directoire de la BCE, à la tête du pôle d'innovation de la BRI, donc il n'est pas que homme de concurrence. Benoît. Merci, bonsoir à tous et merci de cette invitation à discuter de sujets aussi importants qu'on va pas épuiser ce soir. Moi, je voudrais commencer par dire également, par repartir également du constat, qui est qu'on est face à un ébranlement sans précédent du cadre international dans lequel opère l'économie française et européenne, à la fois en termes de structure économique, et ça principalement sous l'effet de la technologie, plus que de la politique, et également d'ébranlement des structures multilatérales qui tentaient, tant bien que mal, d'organiser les échanges commerciaux, financiers et technologiques. Bon, tout ça c'est évident, mais je pense que c'est quand même le point de départ. À tel point que le revenir au système multilatéral et au fonctionnement de l'Europe tel qu'on l'a connu jusqu'il y a quelques années est une illusion. Ce système est mort, c'est fini. Ça a été très bien dit par Mark Carney, le Premier ministre canadien à Davos. Il a dit « la nostalgie n'est pas une stratégie ». Voilà. Je pense que ça résume très bien la situation. Et je reviendrai là-dessus dans un instant dans le cas de la France. Donc, il faut réinventer tout ça et notamment réinventer le système multilatéral. Et moi, je suis convaincu que la France et l'Europe ne pourront peser dans cette discussion sur ce que doit devenir le système multilatéral que s'il part d'une position la plus forte possible.
on n'arrivera à rien si on part en situation de faiblesse. Et donc, si on veut peser sur l'avenir du monde, or l'Europe a l'ambition, c'est dans l'ADN de la construction européenne, de vouloir peser sur l'avenir du monde et de vouloir transmettre au reste du monde des valeurs. Si on veut pouvoir le faire, il faut que notre système politique soit fort, que notre système social soit fort et que notre économie soit forte. Or, les trois sont faibles aujourd'hui ou menacés de diverses manières. Et donc, le réarmement économique, c'est pour moi, c'est évidemment un objectif en soi pour la prospérité de nos entreprises et de nos citoyens, mais c'est aussi la condition pour pouvoir peser et pouvoir infléchir ce nouvel ordre mondial. Alors, la recette, elle est, pour simplifier, dans le rapport de Mario Draghi, donc je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Hein, c'est une politique de réinvestissement, d'innovation et de changement qualitatif dans l'intégration européenne que Marianne a illustré dans le cadre de l'Union de l'impact de l'investissement, mais qu'on pourrait discuter dans d'autres domaines. Et c'est ce que fait Draghi. Mais ce qui va être difficile, c'est que dans ce programme esquissé par Mario Draghi, la priorité, c'est l'innovation. Je pense qu'Olivier Sichel en reparlera parce que c'est ce qu'il fait au quotidien. Mais c'est vraiment le fil directeur du rapport Draghi et c'est aussi le soubassement économique, l'ossature économique du rapport Draghi, hein, ce côté schumpeterien dont Philippe Aghion s'est fait le héros depuis toujours, mais particulièrement depuis qu'il a eu le prix Nobel. Or, là, il y a une tension parce que l'Europe veut embrasser l'innovation et devenir un continent d'innovation, de rupture qu'elle est dans certains domaines, bien sûr, mais pas dans tous les domaines. Et en même temps, l'Europe veut préserver ses valeurs, qui sont des valeurs de démocratie, certes, mais aussi des valeurs de solidarité et des valeurs de soutenabilité. Et là, il peut y avoir des tensions. Et je pense que le grand enjeu pour les politiques publiques au niveau européen, on pourra décliner ça ensuite, hein, concrètement, mais je pars de haut et des enjeux. Le grand enjeu, le grand défi des politiques européennes et françaises dans les 5 à 10 années qui viennent, ça va être de gérer cette tension et de concilier le passage à une innovation de rupture et la préservation de nos valeurs et de notre modèle social. Et on voit bien qu'on est pris un peu en étau entre deux modèles complètement opposés. Un modèle qui est aujourd'hui celui, disons, de la Silicon Valley, qui est un modèle techno-libertarien, donc où on est très bon dans l'innovation de rupture, mais on est prêt à sacrifier pour ça la démocratie, la cohésion sociale et la soutenabilité. Je force un peu le trait hein, pour les besoins du débat, mais enfin, on n'est pas... Enfin, on trouvera des gens, enfin, si vous lisez les écrits de Peter Thiel, c'est ce qu'il dit. Donc, il y a des gens qui pensent ça dans la Silicon Valley. Et un autre extrême, qui est un modèle de peut-être défensif ou nostalgique, justement, au sens de Marc Carnet, qui est que on a tellement peur de perdre notre modèle social, notre niveau de protection sociale et de sacrifier l'objectif de soutenabilité que on est prêt à ne pas innover. Et on entend ça aussi, malheureusement, dans le débat européen et français. Donc, tout l'enjeu, ça va être de mettre le curseur quelque part entre ces deux extrêmes. Alors, comment on fait? Je réserve ça pour la suite de la discussion. Alors, moi, je m'occupe de concurrence. Donc, j'ai des idées sur comment la politique de concurrence peut aider à ça, mais je suis prêt à en parler plus tard. Je suis convaincu que ça ne peut se faire qu'au niveau européen, et en déclinant au niveau national ce qu'on fait au niveau européen, mais que l'Europe, si elle est divisée, de toute façon, n'y arrivera pas. Et j'alerte contre deux risques qui sont presque plus d'ordre culturel. Le premier, c'est que notre culture entrepreneuriale et la culture du monde politique ne permettent pas ce passage, ce choix de l'innovation de rupture, parce que c'est pas ce qu'on apprend à l'école. On n'apprend pas les Anglais, les Américains disent fail forward, quoi, à tomber et se relever, à essayer, tomber et se relever pour aller faire autre chose. C'est pas ce qu'on apprend au lycée, c'est pas comme ça qu'on est éduqué. Il y a beaucoup, heureusement, d'entreprises, de start-up qui travaillent comme ça, bien sûr, mais c'est pas la culture française. Donc ça, c'est un changement
culturelle. Et l'autre risque, c'est ce risque justement de rester un peu coincé dans le passé et d'avoir tellement peur des conséquences de l'innovation qu'on est prêt à sacrifier l'innovation pour conserver notre modèle social tel qu'il est aujourd'hui. Donc il y a une forme de sentiment, il y a une forme de complexe hypocondriaque ou peut-être mélancolique dans la société française. Enfin, la mélancolie au sens de Vladimir Jankélévitch, c'est-à-dire le sentiment de ce qui aurait pu être et de ce qui n'a pas été. Voilà. Et il va falloir se battre contre ça. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Olivier. J'ai trouvé assez formidable la façon dont Benoît Cœuré a annoncé quelque part l'intervention de Sichel, parce que je ne sais pas vous, mais en tout cas, il y a 20 ans, la Caisse des dépôts, c'était la vieille dame. Et qu'est-ce que nous a dit Benoît Cœuré? Il nous a dit, la Caisse des dépôts va vous parler du monde de demain. C'est quand même un renversement, alors qui est peut-être dans ton CV, puisque donc Olivier Sichel, directeur général de la Caisse des dépôts, a aussi été partenaire de Sophie Nova et PDG du risque.com et fondateur d'un think tank Digital New Deal Foundation. Mais honnêtement, c'était pas l'histoire de la Caisse des dépôts. Donc, tu as la parole. Merci. Non, il y a effectivement, merci Joël et merci Benoît d'avoir introduit le débat, parce qu'on est effectivement 3 institutions publiques et la Caisse des dépôts a la particularité de ne pas être une autorité indépendante, mais un opérateur public. Et dans le cadre des règlements dont tu demandais le diagnostic en introduction, c'est vrai que ça a beaucoup orienté le plan stratégique de la Caisse des dépôts, que j'ai présenté au président de la République et que j'ai ensuite présenté au Parlement, puisque c'est le Parlement qui valide la nomination de directeur général de la Caisse des dépôts, et ça fait l'objet d'un large consensus. Or, la situation actuelle de l'Assemblée nationale n'est pas marquée par un grand consensus. Donc, quand on arrive avec un projet assez fort et assez construit, finalement, on montre que dans cette situation d'instabilité, on a tous un rôle, comme le soulignait Marianne, de garant dans cette période-là. Les institutions publiques doivent pouvoir trouver un soutien démocratique le plus fort possible. Et c'est parti de différents dérèglements, donc tu as appelé à faire le diagnostic en entrée. Il y a d'abord, au cœur du projet que j'ai présenté, la cohésion sociale et territoriale. Et Benoît en parlait à un moment, on voit bien cette tension entre des innovations de rupture qui déstabilisent profondément notre société, notre modèle social, avec dans la Silicon Valley un modèle libertarien où globalement tout ce que permet la technologie, eh bien on le fait, puis on pose des questions des conséquences après, ce qui n'est pas du tout notre tradition. Donc, moi, j'ai mis vraiment la cohésion sociale et territoriale au cœur du sujet, parce que je pense que la cohésion sociale, c'est faire en sorte que le pays se tienne. Et à un moment où il y a des tensions très, très fortes politiques qui peuvent se traduire par des débordements, ce sujet-là doit être au cœur du projet. Cohésion territoriale aussi, souvenez-vous, des Gilets jaunes, c'était il n'y a pas si longtemps, c'est venu de territoires un peu perdus pour la République, de villes moyennes avec un sentiment de déclassement, donc c'est au cœur de mon sujet. Deuxième dérèglement, je ne l'oublie pas, c'est les dérèglements climatiques. Deuxième priorité stratégique quand même, la transformation écologique et environnementale. Là, on est beaucoup dans une phase de risques géopolitiques qui impactent les marchés, de risques financiers. Le risque climatique reste très important et on est quand même toujours dans une planète qui se réchauffe et donc qui est aussi facteur d'angoisse, notamment chez les plus jeunes. Et puis, il y a la notion de souveraineté, où là, effectivement, l'innovation revient, mais l'innovation dans un contexte un peu différent de celui du rapport Draghi, qui est post-arrivée de Donald Trump, qui vise surtout à nous donner la capacité à faire nos propres choix. La souveraineté, à la fin, c'est est-ce qu'on est autonome dans nos propres choix? Alors moi, j'ai depuis longtemps fait le combat de la souveraineté numérique en pensant qu'à un moment ou à un autre, notre dépendance technologique aux GAFAM serait une faiblesse et qu'il fallait absolument se donner les moyens de retrouver notre autonomie stratégique. Tous les jours, moi, je me félicite que Donald Trump
et comme levier de pression l'augmentation des taxes sur le cognac et sur l'armagnac, parce que le jour où il a réalisé que la coupure de Microsoft, la coupure de Salesforce.com, la coupure d'Oracle, la coupure de Google auront des impacts beaucoup plus violents sur nos économies, là, on verra véritablement nos fragilités. Et donc, il est encore temps d'innover. Mais à un moment, c'était l'époque Aguillon, c'était innover pour être les meilleurs, apporter le meilleur bénéfice pour le consommateur. Là, maintenant, c'est innover juste pour survivre et pour trouver les moyens et l'autonomie de notre propre modèle. Non, j'ai mon micro. Donc, Eric... On est tous autonomes et souverains. Oui, absolument. Donc, Éric Brousseau, alors directeur de la chaire gouvernance et régulation à Dauphine, professeur d'économie et de management à Dauphine, et je pense que tu vas donner un point de vue un peu à part. Vas-y. Bon, un point de vue, non, mais qui va faire écho à ce qui a déjà été dit, en fait. Oui, ce à quoi on assiste, au fond, c'est deux grandes ruptures. Une rupture qui est dans l'ordre international, bien entendu, hein, d'un ordre qui tendait à l'intégration, alors globale sur le plan géographique. Il n'y a pas si longtemps que cela, il y a quelques années, 4-5 ans, il y avait encore plein de bouquins et de trucs universitaires sur la gouvernance globale. Évidemment, plus personne n'en parle aujourd'hui. Et par ailleurs, il y avait cette idée qu'on allait intégrer tous les domaines, comme à l'intérieur d'un État. Hein. On gère la finance, les retraites, la politique industrielle, etc., à un niveau très intégré. Et en fait, on évolue aujourd'hui vers... alors, évidemment, un dérèglement de ce système, et on évolue vers des ordres qui sont plus régionaux, bien entendu, et à la fois qui sont, ou alors fondés sur la coalition des volontaires, avec des modèles comme le G20, comme les COP, etc., où en fait, un certain nombre d'États décident de se coaliser sur un objectif particulier, sur des sujets ciblés. Alors, avec évidemment l'exception européenne. L'Europe reste le seul endroit où on essaye de faire de la gouvernance très intégrée à un niveau, à un niveau sur le plan géographique et interdomaine, d'une certaine manière. L'autre caractéristique de cette réorganisation de l'ordre mondial, c'est qu'on a évidemment, ça a été évoqué, hein, un mouvement où on tendait à essayer de créer un système d'état de droit. Alors c'était vrai dans les relations entre États, mais c'était vrai aussi dans les relations interentreprises. La régulation, évidemment, c'est le fait des régulateurs, mais il y a plein de domaines de régulation qui sont aussi de l'autorégulation entre les acteurs. Ça existe dans le système financier, ça existe dans la technologie, etc., historiquement. Et effectivement, il y avait en plus cette couche des régulateurs qui sont souvent un peu des intermédiaires entre l'industrie et l'État, qui se coordonnaient de manière assez forte au niveau international. Il n'y a pas si longtemps, les régulateurs de la concurrence américains discutaient très très régulièrement avec les régulateurs. Alors peut-être qu'ils le font toujours. C'est toujours des choses d'ailleurs qui se passent un peu en dessous des radars, parce que justement ça évite d'être voilà. Mais en fait, bon, il y avait cette idée que on crée un état de droit par de la négociation et par une stabilisation des comportements, etc. Et évidemment, là, on évolue vers un modèle de rapport de force, hein, et de relations transactionnelles, comme ça a été évoqué. Alors évidemment, on le voit très bien au niveau des États, mais il y a autre chose qui se passe aussi, c'est entre les États et certains acteurs économiques. Et ça a été évoqué par Olivier Sichel. En fait, les big tech, elles maîtrisent aujourd'hui, alors au-delà de la technologie, elles maîtrisent en fait l'algorithmisation de toutes les relations entre les acteurs sociaux, l'algorithmisation de nos comportements individuels. Et donc, elles ont une puissance absolument énorme et elles sont dans un rapport transactionnel avec les États. On le voit bien sur la question de la régulation numérique européenne, qui peut être médiée par le gouvernement américain, mais c'est aussi un rapport de force direct entre un certain nombre de bro-tech, brothers de la tech, et nos sociétés. Et donc, effectivement, il faut arriver à surmonter cette situation.
et pour préserver notre modèle économique et social, l'état de droit, etc., tout ce qui a été évoqué. Et pour préserver en fait notre capacité à maîtriser notre modèle social et à investir dans l'innovation pour rester souverain ou en tous les cas autonome stratégiquement. Et effectivement, se pose la question qui est celle de la gestion de cette destruction créatrice, hein, puisqu'on a besoin d'innover. Et il faut essayer de trouver cette voie qui est difficile à trouver entre le modèle américain, donc on innove et puis on regarde s'il y a des problèmes après, éventuellement on intervient après, mais en tous les cas il y a une liberté totale d'innovation, et puis le modèle chinois où on contrôle la destruction créatrice avec un système de contrôle social très très important. Et le problème des Européens, c'est que contrôler ce système, enfin ce mouvement de destruction créatrice, ça se fait à l'aune du développement des populismes et qui menace directement aussi le modèle européen de l'intérieur. Ça, c'est pour le diagnostic. Merci Eric. Bah, c'est assez tenu comme diagnostic. Alors on passe à la deuxième question finalement. Est-ce que par rapport à vos diagnostics respectifs, du coup, ça fait redéfinir les priorités? Alors Olivier, tu as commencé à le dire, enfin ça a commencé à être annoncé. Là encore, si je lance un exemple sur le numérique, avec aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas se préoccuper effectivement, si on regarde la régulation numérique, d'abord et surtout de favoriser tout ce qui permettra la concurrence côté fintech et acteurs financiers, parce que l'hypothèse d'avoir des problèmes avec les acteurs de type Visa, Mastercard et American Express apparaissent aujourd'hui comme des risques qui étaient beaucoup moins vus avant. Est-ce que ça ne veut pas dire... Faut donc, bon, redéfinir les priorités, pour chacun d'entre vous, au fond, ça veut dire quoi? Et est-ce que c'est possible? Benoît, allez. Alors, oui, il faut redéfinir les priorités. Oui, c'est possible. Si on pensait pas que c'était possible, on serait pas là. On serait parti faire autre chose. Donc voilà. Donc, oui, c'est possible, bien sûr. Je voudrais commencer par quelque chose qu'a dit Olivier tout à l'heure, qui me paraît, qui est très important évidemment, qui est que il a dit la souveraineté, c'est la capacité, c'est la condition, c'est la capacité de faire ses propres choix. Et il a embrayé sur les risques qui pèsent sur l'accès au cloud et un certain nombre d'autres infrastructures critiques qui sont gérées par des acteurs américains. Donc, je voudrais commencer par là, c'est-à-dire que la condition pour pouvoir faire nos choix de régulation, c'est le contrôle de nos infrastructures. Et on a fait du bon travail dans certains domaines, mais il reste beaucoup de travail à faire, particulièrement dans le domaine du cloud. Et sans empiéter trop sur ce que va dire Marianne, mais là je suis plutôt sur le domaine monétaire que sur le domaine financier, également dans les infrastructures monétaires et en particulier les services de paiement. Où là, on a une fragilité, une dépendance fondamentale aux opérateurs américains. Et donc, il faut commencer par construire. Voilà. Pour moi, la priorité, c'est ça, c'est construire de manière à pouvoir s'appuyer sur nos propres infrastructures. Ensuite, je vais dire un mot de concurrence, je suis quand même là pour ça. La concurrence, pourquoi la concurrence peut aider, mais aussi pourquoi est-ce qu'elle doit changer? Elle peut aider parce que si on se demande à quoi sert la politique de concurrence, d'abord, il faut se souvenir que s'il y a une politique de concurrence dans les traités européens, c'est parce que c'est une politique de soutien au marché unique. C'est pour ça qu'elle est là, c'est pas pour autre chose. C'est une condition de fonctionnement du marché unique. C'est comme ça que ça a été créé en 1957. Et c'est comme ça que c'est écrit dans les traités. Donc le marché unique a besoin de concurrence pour des raisons d'efficacité, mais aussi pour des raisons d'équité, puisqu'on fait fonctionner à 27 pays le même marché. Et donc pour ça, il faut que tout le monde soit mis sur un pied d'égalité. On a besoin de concurrence parce qu'il n'y a pas d'innovation sans concurrence. Sans concurrence, la politique d'innovation, particulièrement la politique industrielle, ça consiste à donner de l'argent aux acteurs en place.
On ne veut pas donner de l'argent aux acteurs en place. Enfin, il y a des acteurs en place qui doivent avoir de l'argent et c'est très bien comme ça. Mais on veut pouvoir permettre l'émergence de nouveaux acteurs, éventuellement disruptifs. Dans le vocabulaire de la concurrence, ça signifie qu'on veut que les marchés soient contestables. Et ça, c'est l'objet fondamental de la politique de la concurrence. Donc, sans concurrence, on a l'assurance que ce seront les acteurs en place qui auront la responsabilité d'innover. Ils le feront sans doute, mais c'est pas eux qui... leur système d'incitation ne les conduit pas à faire de l'innovation de rupture, puisque par construction, de l'innovation de rupture va les menacer. Enfin, c'est un argument que Kenneth Arrow a fait il y a très longtemps et qui me semble très profond. De dire, on ne peut pas demander à des grands acteurs en place de faire de la rupture. Donc, on a besoin de concurrence pour innover, et on a aussi besoin de concurrence pour que les marchés soient équitables. Et donc, on a besoin de concurrence d'une certaine manière pour sauver l'économie de marché ou pour assurer la légitimité de l'économie de marché. On a fait un choix en Europe qui est d'avoir une économie sociale de marché. Je prends le terme allemand, disons, mais qui décrit bien le compromis. Sans concurrence, l'économie de marché devient un système où les acteurs, où on peut autoriser des positions très dominantes, ou soit des cartels, soit des positions dominantes, qui vont extraire de la rente et la redistribuer à des acteurs, à des intérêts particuliers dans l'économie, et qui vont imposer des conditions inéquitables aux petits acteurs. Moi, mon métier au quotidien, à l'autorité de la concurrence, c'est ça. C'est de repérer des situations où on a des acteurs puissants qui imposent des conditions inéquitables à leurs sous-traitants. Et d'ailleurs, c'est pas des consommateurs, c'est d'autres entreprises le plus souvent, à leurs sous-traitants ou à leurs clients. Ou de détecter des cartels qui vont verrouiller une situation de marché au détriment de tous les autres. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de concurrence. Alors, donc bien sûr qu'il faut de la concurrence. Il faut que la manière dont on met en œuvre le droit de la concurrence change pour s'adapter à toute cette réalité qui a été décrite très bien dans le premier tour de discussion. Il faut que les autorités de concurrence, c'est-à-dire la Commission européenne et les 27 autorités nationales qui font ça aussi, soient conscientes et respectent les priorités politiques de l'Union, que ce soit l'innovation, la souveraineté, la résilience ou la soutenabilité. Qu'elles le fassent dans le respect de leur mandat et d'ailleurs sans essayer d'en faire trop non plus. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris quand j'étais à la Banque Centrale Européenne. Les autorités indépendantes ont toujours une forme d'hubris, c'est-à-dire qu'on a toujours envie de faire plus que notre mandat. Parce qu'on a envie d'être populaire, donc les gens viennent nous voir. Donc, quand j'étais à la BCE, tout le monde allait voir la BCE en nous demandant de créer de la monnaie pour financer à peu près tout dans l'économie. Et il fallait résister et dire non. Parce que y avait beaucoup de choses qui étaient mieux faites par des gouvernements démocratiquement élus, et parce que tout ça implique des choix qui doivent être faits démocratiquement par des parlements. Donc il faut aussi savoir dire non, c'est aussi le pouvoir de dire non, d'être un régulateur indépendant, mais il faut en tout cas faire en sorte que des champs de droit comme la concurrence ne s'opposent pas à la transition écologique ou à la transition technologique ou à la résilience. Et quand on identifie des tensions ou des arbitrages à faire, il faut que ces arbitrages soient faits par les politiques. Donc, par exemple, en matière de concentration, donc de fusion-acquisition, il y a une très belle disposition du droit français qui malheureusement n'existe pas au niveau européen, qui est que quand on examine une concentration, donc une fusion entre deux entreprises, si on conclut que cette fusion est mauvaise pour la concurrence, parce qu'elle va augmenter les prix pour les sous-traitants ou pour les clients ou pour le consommateur, ou parce qu'elle va réduire la diversité des produits, eh bien, l'autorité de la concurrence peut conclure que cette transaction est mauvaise pour la concurrence, mais elle s'en réfère ensuite au ministre, et le ministre, en droit français, a le droit d'autoriser l'opération, même si elle est mauvaise pour la concurrence, en expliquant que oui, elle est peut-être mauvaise pour la concurrence, mais elle est bonne pour la souveraineté, pour la compétitivité ou pour l'emploi. Et c'est tout à fait possible en droit français.
Ça n'existe pas en droit européen. Donc ça, c'est un sujet intéressant et ça serait peut-être, ça, c'est une réforme du traité, hein, donc c'est quand même assez lourd. Mais on pourrait imaginer, si on a quelque part sur une étagère une liste de choses qu'il faudrait faire la prochaine fois qu'on réforme le traité, on pourrait envisager de faire ça au niveau européen pour que chacun soit dans son rôle. L'autorité de concurrence dit ce qui est bon pour la concurrence, l'autorité politique ensuite fait les arbitrages. Voilà, ça me choque pas du tout. Et on pourrait multiplier les exemples. Je dis juste un mot très bref sur notre relation avec nos collègues américains, puisque c'est aussi dans la discussion. On a une situation un peu étonnante et on a de la chance. On a la chance de continuer à travailler avec nos homologues américains, alors que tout devrait, d'une certaine manière, s'y opposer. Alors ça va peut-être pas durer, hein, parce que tout ça est évidemment dominé par des considérations politiques qui nous dépassent. Mais aujourd'hui, par exemple, au comité de la concurrence de l'OCDE, que je préside, un des sous-comités très importants qui discute de l'enforcement, c'est-à-dire de la manière dont on fait nos enquêtes et dont on prend nos décisions contentieuses. Ce comité est présidé par ma collègue américaine, Gail Slater, qui est la ministre adjointe chargée au département de la justice, qui dirige la section antitrust du département de la justice. Et elle fait ça de manière très active. Et quand on a des dossiers de concentration avec des entreprises qui ont une jambe en France, une jambe aux États-Unis, ben on appelle nos homologues américains et on travaille en confiance sur ces dossiers. Et pourquoi cette situation ? Je crois parce que les Américains comprennent que les entreprises ont besoin de stabilité et de visibilité. Et donc, importer dans un champ de régulation économique des conflits politiques, c'est tentant, parce qu'on a envie de les utiliser comme levier, donc c'est l'approche transactionnelle, mais qui paye les pots cassés, c'est les entreprises. Parce que on détruit la prévisibilité de leur environnement juridique. Et pour les mêmes raisons, et je m'arrête là-dessus, je pense que le respect de l'état de droit, qui est une grande constante européenne, y compris dans le domaine économique, donc par exemple dans le domaine du droit de la concurrence ou du droit financier, moi je pense profondément que c'est un avantage compétitif. C'est-à-dire qu'on peut dire aux entreprises qui veulent s'installer en Europe, si vous venez opérer en Europe, la manière dont on vous jugera en matière de concurrence, je parle pour ce qui me concerne, ça sera par une autorité indépendante, avec un appel devant la Cour d'appel de Paris qui est tout aussi indépendante, ensuite une possibilité d'aller en cassation, et ensuite devant la Cour européenne des droits de l'homme ou la Cour européenne de justice. Ça, c'est une garantie pour les entreprises. On est une zone économique où les fusions entre deux grandes entreprises ne sont pas décidées dans le bureau du président. Oui, c'est pour ça que si l'affaire de fusion envisagée avec Netflix et Paramount a une contrepartie européenne, peut-être que ça se passera un petit peu moins bien. Alors ça sera certainement à la Commission européenne et pas chez moi. C'est ça, mais ok. Bon, pour changer, alors peut-être dans l'ordre maintenant, et sur la redéfinition des priorités. Donc sur la redéfinition des priorités dans le domaine financier, je pense que l'Europe est évidemment le périmètre pertinent. Je ne vois pas comment, vu la taille de nos États, la taille de nos marchés, je ne vois pas comment, vu la taille de nos marchés, même le marché français qui est le plus grand marché financier de l'Union européenne, on pourrait raisonner à une autre échelle que l'échelle européenne. Donc clairement, j'évacue entre guillemets ce débat sur est-ce que à quelle échelle les choses doivent se faire. Donc en matière financière, je crois qu'il faut être clair, on est vraiment dans une Europe qui est à la croisée des chemins pour tout un tas de raisons et qui doit prendre des décisions politiques extrêmement courageuses qui ne sont pas évidentes. Donc le pari est sur la table aujourd'hui et je vais le décrire, mais il n'est pas totalement évident que l'impulsion politique très forte qui sera nécessaire pour transformer ce projet d'union de l'épargne et de l'investissement, puisque c'est de ça dont il est question, en une réalité, puisse aller jusqu'au bout et dans tous les domaines. Alors pourquoi c'est indispensable ? D'abord parce que tout simplement l'argent est le nerf de la guerre. Donc si effectivement on veut, et c'est le raisonnement de souveraineté qui a déjà été décrit, si on veut avoir les moyens de nos choix politiques, et je crois que l'Europe a des choix politiques et sociétaux extrêmement forts qui valent véritablement la peine d'être défendus, il faut avoir les moyens de les financer.
Et là, le rapport Draghi, qui a déjà été mentionné, et pose un diagnostic extrêmement précis sur ce sujet, qui montre que nous avons des besoins de financement supplémentaires en Europe qui se montent à environ 800 milliards d'euros par an. Et c'est un rapport qui préexiste au diagnostic sur la nécessité aussi de financer désormais une défense indépendante, confère tous les échanges qu'on vient d'avoir sur les désordres. Et donc, nous sommes renvoyés, grosso modo, à la nécessité que l'Europe puisse générer à peu près 1 000 milliards d'euros par an d'investissements supplémentaires. Alors, ça peut paraître un peu compliqué. En fait, ça n'est sur le papier pas si compliqué que ça. Il s'agit de mieux allouer l'épargne européenne et d'avoir des marchés de capitaux européens plus attractifs. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on part d'une situation qui est quand même pas non plus extraordinaire. Alors, on n'est pas une colonie financière, l'Europe, qu'on est une colonie numérique. Hein. On a des marchés de capitaux qui sont puissants, des acteurs qui sont puissants. Mais effectivement, depuis la grande crise financière globalement, on a un peu perdu du terrain. C'est-à-dire que c'est ce que j'appelle le paradoxe de la grande crise financière, c'est que post-grande crise financière, finalement, les acteurs qui ont le plus gagné du terrain, y compris en Europe, ce sont les grands acteurs américains. C'est vrai dans la banque de financement et d'investissement, c'est vrai dans la gestion d'actifs. Et donc, dans un univers où effectivement on a besoin de plus d'argent et d'avoir des circuits qui viennent financer nos priorités, il faut se préoccuper maintenant assez urgemment, je crois que Draghi l'a dit, Enrico Letta a fait un rapport aussi qui évoquait cette question, il faut qu'on se préoccupe de développer nos marchés de capitaux. Alors, pourquoi? Parce que par ailleurs, les marchés de capitaux américains sont devenus extraordinairement plus attractifs que nos marchés. Ce n'est pas un hasard si on voit, et je crois qu'il faut il faut signaler ces alertes, ce n'est pas un hasard s'il y a des entreprises européennes, alors souvent cotées à Londres, mais aussi à Paris, qui vont se double-coter aux États-Unis, parce qu'elles vont aller chercher des valorisations beaucoup plus importantes. Ce n'est pas un hasard si lorsque les licornes veulent se financer, elles trouvent plus facilement à se financer aux États-Unis. Ce n'est pas un hasard si la part des actions américaines dans les fonds d'investissement européens a doublé en une dizaine d'années. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a une force d'attraction des marchés de capitaux américains qui est considérable. Il y a d'ailleurs 300 milliards d'épargne européenne qui partent tous les ans s'investir aux États-Unis alors qu'on en aurait bien besoin chez nous. Alors, est-ce qu'on doit se désespérer? Bon, je passe aussi sur un certain nombre de dépendances technologiques et financières qui percutent le secteur financier comme le reste, l'intelligence artificielle qui monte en flèche dans le secteur financier, mais aussi des domaines essentiels et plus ciblés, type fournisseurs de données, fournisseurs d'indices, où là, on est face à des dépendances par rapport aux États-Unis qui sont considérables. Donc, face à ce diagnostic-là, on a eu, je crois, pour la première fois depuis très longtemps, parce que cet objectif de développer les marchés de capitaux en Europe, il était déjà sur la table il y a plus de 10 ans avec le projet d'union des marchés de capitaux qui était porté à l'époque par un commissaire britannique, hein, mais avec une approche qui était totalement différente de cette approche de « on a besoin de plus d'argent, où va-t-on le trouver ?» qui préside aujourd'hui, qui était la place de Londres veut rivaliser avec la place de New York et donc développons les marchés de capitaux en Europe. Donc ça, c'était, je dirais, il y a une bonne dizaine d'années. Ça n'a que très moyennement marché. Ça n'a que très moyennement marché pour une raison évidente, c'est qu'il n'y a pas eu de portage politique. Et donc, si on veut que ces projets essentiels et en réalité existentiels pour l'Europe, parce que ces fameux 1 000 milliards supplémentaires dont on a besoin par an, si on ne les a pas, ça veut dire qu'on ne fera pas la transition digitale, les investissements colossaux qui sont nécessaires, on ne fera pas la transition énergétique et on aura du mal à financer notre défense. Donc, c'est quand même gravissime. Ces projets, donc, sont existentiels, mais pourquoi est-ce que ça n'a pas marché jusqu'à présent? Parce qu'il faut raisonner hors de la boîte. C'est-à-dire qu'il faut accepter de perdre un certain nombre d'éléments de souveraineté nationale. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais le projet d'union de l'épargne et de l'investissement, il repose par exemple sur une évolution très forte de l'architecture de la supervision en Europe.
où des entités comme l'AMF, c'est-à-dire les superviseurs nationaux, doivent accepter de faire remonter vers l'autorité européenne un certain nombre de compétences de supervision directe, parce que quand on est face à des acteurs transfrontaliers, des acteurs pan-européens, c'est évident que de devoir traiter avec 27 superviseurs nationaux différents, c'est compliqué. Mais une fois qu'on a dit ça, on voit bien que politiquement, il va falloir accepter de renoncer à des choses. Ce n'est pas totalement évident, ça n'a d'ailleurs pas marché jusqu'à présent, mais pour autant, il va falloir effectivement que l'Europe prenne un peu au pied du mur, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, le diagnostic prend un tour encore plus pressant sur les besoins de financement supplémentaires et le fait qu'on doit pouvoir compter sur nos propres tuyaux pour brancher l'épargne européenne sur les entreprises européennes et sur le long terme, il va falloir raisonner un peu en dehors de la boîte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire accepter que la titrisation ne soit pas un sujet tabou. C'est pas évident politiquement, c'est un peu le mistigris, mais là il va vraiment falloir y aller si on veut redonner des capacités de financement au secteur bancaire d'un côté et aussi développer des marchés de capitaux de l'autre. Il va falloir effectivement renoncer à des éléments nationaux sur la supervision. Il va falloir se poser la question du développement de l'investissement de long terme, donc avec des questions qui ne sont pas évidentes. Par exemple, est-ce qu'en France, on va accepter de regarder en face la question des fonds de pension ? Parce que qui dit investissement de long terme, ça veut dire préparation de la retraite. Il y a pas mal de manières de le faire, mais les pays qui ont réussi, notamment en Europe, c'est des pays qui ont développé les fonds de pension. Donc, il y a un certain nombre de choix qui vont devoir être faits, qui sont très existentiels, qui doivent être faits rapidement. La bonne nouvelle, c'est que la Commission européenne a pris toute la mesure du sujet. C'est-à-dire qu'avec les propositions qu'elle a mises sur la table, notamment le 5 décembre dernier, on a tout sur la table pour avancer enfin vers un vrai marché unique des capitaux et non plus des marchés qui restent extrêmement fragmentés et donc petits et donc sous-développés et donc peu attractifs et donc peu compétitifs. Donc aujourd'hui, les investisseurs, je rappelle que c'est quand même les investisseurs in fine qui choisissent. Il n'y a pas d'épargne forcée sauf quelques mécanismes très particuliers dans certains pays. Donc les investisseurs, ils choisissent d'aller où ils vont gagner l'argent. Donc, on peut les inciter via des incitations fiscales, par exemple, et c'est tout à fait légitime que lorsqu'on met de l'argent budgétaire via des incitations fiscales, on mette en contrepartie des quantums d'investissement dans l'économie européenne. Mais globalement, ça passe quand même par cet objectif de développement d'un vrai marché unique des capitaux, d'un vrai marché intérieur des capitaux qui sera plus attractif, qui a tous les moyens de l'être. Je rappelle que les bassins d'épargne en Europe sont très, très vastes et très profonds. Et donc, si on arrive à recréer une attractivité en Europe plus forte sur les mécanismes d'investissement, de recyclage de l'investissement vers les entreprises, etc., on peut imaginer qu'effectivement, on aura les moyens de financer nos objectifs politiques. Autrement, on aura des difficultés. Je vais terminer sur l'ESG que j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, l'Europe a une marque de fabrique à laquelle elle a bien raison d'être attachée, Olivier en a parlé, sur la transition énergétique et sur une économie plus durable. Si on veut pouvoir le financer, il va sérieusement falloir développer nos propres circuits, parce que si on est aujourd'hui un asset manager, un gestionnaire d'actifs, international, comme le sont les grands gestionnaires d'actifs, notamment américains, eh bien, quand vous allez en Europe, on vous demande de faire de la finance verte, et quand vous allez aux États-Unis, si vous faites de la finance verte, on vous sort du marché. Et comme le marché américain est beaucoup plus attractif, le risque que ce type d'acteur ne soit tout simplement plus en capacité ou ne fasse pas les choix qui correspondront aux objectifs politiques de l'Europe est majeur. Et donc, je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on se mobilise tous. Et pour moi, je crois l'avoir dit en introduction, le grand projet de notre génération en matière financière en Europe, ce projet de l'Union de l'épargne et de l'investissement, qui est d'une ampleur au moins et d'une importance au moins équivalente à celui que certains d'entre nous ont porté il y a bien des années, qui était celui de la monnaie unique. D'ailleurs, je terminerai sur une note optimiste. On a été capable de faire la monnaie unique. Donc, il n'y a aucune raison, si la volonté politique est là, qu'on ne soit pas capable de faire un marché de capitaux unique qui permette de financer nos priorités politiques. Il va falloir faire une deuxième session. Olivier, à toi, donc la redéfinition des priorités, tu as commencé, mais
Alors, il y a des priorités qui ne changent pas. Côté Caisse des dépôts, c'est la préoccupation du long terme. Je crois que vraiment la marque de la Caisse des dépôts, c'est le long terme. Et plus que jamais, dans les turbulences qu'on connaît, les acteurs économiques ont besoin d'avoir un investisseur contracyclique sur beaucoup de sujets qui touchent les Français. Je pense au logement. On est très engagé sur le logement social. La transition écologique, on a rehaussé notre ambition. On était parti sur un plan à 5 ans de 100 milliards, on l'a porté à 130 milliards. Donc, c'est des sommes colossales à mettre en rapport avec les 800 milliards que tu évoquais, Marianne. Et tout cela dans une logique, comme l'a souligné Benoît, d'investissement dans la suite du rapport Draghi et l'État. Et là aussi, d'investissement de long terme avec un enjeu de souveraineté. On est dans les phases finales de discussion sur la participation du livret A, donc de votre épargne au nucléaire, au financement du nouveau nucléaire français, des 6 EPR qui ont été annoncés. On est typiquement là dans le long terme, dans des infrastructures dont on a besoin, totalement cohérentes avec la transition écologique, puisque c'est une économie, une électricité décarbonée, et de souveraineté. Enfin, on se souvient de ce qui s'est passé lors de l'invasion de l'Ukraine sur le gaz russe. On voit aujourd'hui la dépendance au gaz américain. Aujourd'hui, je veux dire, l'Europe repose sur le gaz norvégien, mais les gisements ne sont pas inépuisables. Et immédiatement après, les pays producteurs de gaz, c'est des pays aussi sympathiques que le Nigeria, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, vraiment avec lesquels justement la question de l'autonomie sera difficile. Donc c'est un exemple très parlant, et on parle de plusieurs dizaines de milliards, de où va aller l'investissement sur le long terme dont on a besoin. Après, sur les formes d'investissement, donc nous on a un peu ce privilège, et ça fait partie des atouts finalement de la France, d'avoir cette épargne considérable qui est le livret A, mais on n'y peut pas quand même que les grandes masses, on va pouvoir les lever uniquement à travers les marchés de capitaux. Et donc nous, on a fixé comme horizon dans le domaine du numérique, qui est l'autre sujet d'investissement important, puisque une grosse partie de l'innovation se fait dans le digital avec le cloud, avec l'intelligence artificielle, demain avec le quantique, de permettre aux entreprises de lever 10 milliards en bourse, en se servant du rôle de la Caisse des dépôts qui est Cornerstone Investor, c'est-à-dire qui a facilité cette introduction en bourse. Et ça, c'est le maillon très important, et c'est pas Marianne qui me contredira, de l'Union des marchés de capitaux, d'avoir la capacité à lever des grosses sommes en bourse. C'est ce qui fait fondamentalement la différence entre la situation européenne et la situation américaine. On a réussi avec notre filiale BPI, avec le talent des capitaux risqueurs, avec les talents des entrepreneurs, avoir des entreprises qui ont été des startups qui ont été des scale-up. Mais on voit bien que pour rentrer dans le jeu des gros investissements auxquels, Benoît, tu faisais référence, et Marianne, tu faisais référence, on a besoin de lever plusieurs centaines de millions, plusieurs milliards à lever. Et ça, ce sont les marchés de capitaux qui peuvent le faire. Ça ne peut pas être des fonds, ça peut pas être, on les a de toute façon pas. En plus, en France, comme tu l'as dit, on n'a pas de fonds de pension. Donc, il faut absolument stimuler ces marchés boursiers. Pour ça, d'ailleurs, que la Caisse est administrateur d'Euronext, c'est un gros actionnaire d'Euronext, et qu'on se fixe cette priorité qui est vraiment à notre portée. Parce qu'en réalité, on a un certain nombre d'acteurs qui sont en situation de lever des capitaux. Je pense par exemple à la santé, à Doctolib, je pense dans le domaine des fintech, on a de très très belles sociétés, et ça va être notre priorité. Dernière priorité, quand même, changement, adaptation au contexte, la défense. L'an dernier, à la même époque, je me souviens qu'on était en train de préparer avec Sébastien Lecornu, à l'époque ministre de la Défense, et puis Éric Lombard, ministre de l'Économie et des Finances, le grand événement de financement de la défense qui a eu lieu à Bercy, dans lequel la Caisse des dépôts a dit, voilà, moi j'assume que je finance toute la défense. Il y avait un peu des discussions, est-ce que la défense est compatible avec l'ESG, et on a défini clairement notre doctrine, on disait, voilà, la défense c'est une politique publique, le rôle de la Caisse des dépôts c'est de soutenir les politiques publiques, et nous allons financer dans la défense tout,
sauf ce qui est interdit, hein, le nucléaire, le bactériologique, le chimique, les mines antipersonnelles, mais pour le reste, les subtilités dans lesquelles parfois on s'est garé, dans lesquelles certaines institutions européennes n'ont pas encore fini, est-ce que c'est du létal, pas du létal, on a été assez radical, et aujourd'hui, les engagements de la Caisse des dépôts dépassent 50 milliards dans le secteur de la défense. Donc voilà un peu la redéfinition des priorités dans ce monde qui change. Éric, vas-y. Et puis pour la conclusion, le dernier tour de table, vous n'aurez que 2 minutes chacun, parce que sinon la salle n'aura pas le dernier mot. Enfin vous, mais avec la salle. Bon, alors je vais aller très vite pour gagner du temps, puisque beaucoup de choses ont déjà été dites. Donc moi je dirais qu'il y a 3 piliers pour redéfinir les priorités. Le premier, c'est évidemment, ça a déjà été dit, l'intégration économique et politique renforcée au plan européen. Il y a les marchés de capitaux, donc je ne reviens pas dessus. Il y a l'intégration des marchés. Il faut quand même ne pas oublier qu'on a encore énormément de barrières à l'intérieur de l'Union européenne. On estime, alors il y a des estimations qui circulent, voilà, mais qui font que, grosso modo, on pourrait gagner 5 à 6 points de productivité en aplanissant les barrières au commerce interne. Bon, et puis, il y a la question du marché des capitaux qui permet de financer à la fois l'innovation et les infrastructures. La deuxième chose, c'est que sur le numérique, je pense qu'il faut regarder ce qu'on est capable de faire en Europe, et là où on a des atouts, c'est de développer en fait une industrie augmentée par l'IA. Pourquoi ? Parce que la concurrence sur les grands modèles, les grands LLM, les grands modèles conversationnels, les grands modèles génératifs, on l'a perdu. En revanche, ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire, c'est développer des modèles d'IA spécialisés, ce qu'on appelle des IA verticales, qui vont être développés dans l'industrie et qui peuvent renforcer considérablement l'efficacité de l'industrie européenne. Juste comme ça, un chiffre à nouveau, on estime, là aussi c'est des estimations qu'on peut toujours discuter, mais les Chinois, ils sont capables, ce qu'on appelle le time to market, entre le moment où ils conçoivent un produit, ils l'amènent sur le marché, ils vont 3 fois plus vite que nous. Et ça repose très largement sur de l'intégration numérique. L'IA peut aider, etc. D'une manière plus générale, ces IA verticales qu'on peut développer dans les industries, elles peuvent permettre à la fois de renforcer la compétitivité de l'industrie européenne tout en préservant notre modèle social. On a des salaires élevés, etc. Et donc, évidemment, on ne va pas concurrencer les pays à bas coût de main-d'œuvre. Et puis, la dernière chose, c'est jouer sur la transition écologique, la décarbonation et l'économie circulaire pour renforcer notre indépendance, pour faire baisser la dépendance. Là encore, un petit chiffre qui est quand même intéressant. On estime qu'il va y avoir une augmentation de 35% de la consommation d'énergie à l'horizon 2050 à l'échelle planétaire. Et pour l'instant, 60% de ces besoins vont être couverts par des énergies fossiles. Et le problème, évidemment, c'est que ça va faire augmenter considérablement, cette demande va faire aussi augmenter considérablement la demande d'énergie fossile. Et donc, électrifier massivement nos usages, développer le nucléaire et le renouvelable, réinvestir dans nos capacités de transport, dans le bâtiment, etc., pour assurer une économie plus économe, une économie circulaire est un impératif stratégique pour l'Europe. Merci Éric. Alors j'ai dit que là, effectivement, j'ai quand même commencé en disant que le sondage des Européens indiquait à la fois que l'Europe était la solution et le problème. J'ai plutôt entendu que l'Europe, c'était pas tout à fait business as usual, mais il n'y avait pas de changements fondamentaux. Alors j'y vais un peu. Comme il n'y a que 2 minutes, je cherche à piquer histoire que les angles soient plus... voilà. Donc Olivier, je commence avec toi pour cette dernière partie et après ce sera la salle. On peut y arriver dans la dynamique actuelle ? Il y a des choses qui doivent évoluer et changer sur la concurrence, parce qu'on entend de Benoît. À la fois, l'Europe est la meilleure chose possible. C'est pas moi qui fait un gros combat contre Google, grâce à l'appui de Margrethe Vestager, qui a eu la première condamnation de Google à 2,4 milliards et qui a cassé tout un modèle d'abus de position dominante, qui veut dire le contraire.
mais à la fois, on le voit bien, il y a des sujets de préférence européenne. Moi qui suis un pouvoir adjudicataire, c'est-à-dire qu'en gros, étant un établissement public, je fais des appels d'offres, et la règle de base de l'appel d'offres, c'est de prendre le mieux-disant, quoi. Et donc, si j'ai un mieux-disant américain qui casse le marché, eh bien, si j'ai une préférence européenne, je vais me faire taper sur les doigts. Il y a quelques règles, mais globalement, le principe, c'est ça. Donc, un aménagement de la concurrence qu'on pourrait peut-être avoir, sur lesquels on tourne beaucoup. Il faut trouver le juste chemin entre garder des règles qui permettent la stimulation et puis arriver quand même à faire émerger nos champions européens. Alors, est-ce qu'on peut y arriver? Comment? Je crois qu'il faut une Europe forte, plus affirmée, et il faut aussi une Europe plus inclusive des différents pays européens concernés. Parce que ce qui m'inquiète un petit peu dans notre conversation, c'est que nous sommes à peu près tous d'accord pour dire que la souveraineté, ça se joue au niveau européen et qu'il faut donc renforcer les mécanismes qui vont permettre à l'Europe d'être plus forte, de mieux fonctionner, etc. Je ne suis pas certaine que si on n'était pas uniquement entre Français, on aurait une conversation aussi consensuelle. Et donc, je pense qu'il faut effectivement, en termes de modalités de fonctionnement européen, veiller à être plus inclusif vis-à-vis de tous les pays. Il faut convaincre tout le monde, parce que autrement, de toute façon, les mécanismes de décision sont tels qu'on va se fracasser sur des minorités de blocage, etc. Donc, je pense que vraiment, il faut qu'on fasse, d'ailleurs, nous, Français, attention, parce que nous avons une vision très messianique de l'Europe historiquement et qui est assez, que j'aime beaucoup, hein, je suis la première à la porter, mais il faut accepter de travailler avec des gens qui pensent pas comme nous. Il faut se départir de ce qu'on appelle, on nous reproche parfois qu'il y a une certaine arrogance, et il faut accepter de parler avec des gens qui vont partir d'un point de vue différent, qui vont vous dire, en matière de marché capitaux, moi, vous comprenez, j'ai mes 15 entreprises qui sont cotées sur ma bourse locale et j'ai peur qu'elles soient noyées dans un grand tout si on fait des marchés de capitaux européens. Je dis pas que c'est facile, mais je pense que si on change pas de méthode et si surtout on n'est pas un peu plus humble et un peu plus collaboratif dans la façon dont on travaille, on aura beaucoup de mal à y arriver et on se fracassera sur les méthodes européennes. La deuxième chose, c'est qu'il faut une Europe moins bureaucratique. Je pense qu'une des difficultés et une des choses qui ressort du sondage que vous avez évoqué et qui est dans la réaction notamment des entreprises, mais qu'on retrouve aussi dans la réaction des citoyens, c'est que c'est lointain, on n'y comprend rien, et quand on nous pond des réglementations ou des organisations, c'est catastrophique. Alors bon, il y a un exemple bien connu qui a beaucoup traumatisé les entreprises, c'est la directive CSRD, qui est une directive qui part d'un bon sentiment. L'enfer est toujours pavé de bons sentiments, il faut bien le voir, qui part d'un agenda de finances durables, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? On a créé un monstre et il a fallu rétropédaler en urgence. Au moment même où la directive entrait en vigueur, il a fallu rétropédaler en urgence parce que c'était juste impossible. Alors, on a laissé sur les grandes entreprises cotées, parce que tout le monde considère qu'une grande entreprise cotée peut tout absorber. Posons-nous la question de savoir pourquoi certaines partent cotées aux États-Unis, hein. Mais en tout cas, je pense qu'il faut aussi changer de méthode. C'est-à-dire qu'il faut éviter de créer des situations dans lesquelles, à partir de... Donc, ça renvoie à la gouvernance. C'est-à-dire qu'il faut que la gouvernance européenne soit plus à l'écoute des chefs d'entreprise, plus à l'écoute des citoyens, plus à l'écoute de leurs difficultés. Quand le désastre CSRD, parce que quand même de faire une directive et devoir la réviser en urgence au moment même où elle rentre en vigueur, c'est un désastre, il faut dire ce qui est. Quand ce désastre est arrivé, il n'est pas arrivé au milieu de nulle part. Ça faisait un moment que beaucoup de gens criaient à l'aide, y compris l'AMF d'ailleurs, parce que nous, on est censé être le régulateur derrière, hein. Donc quand on a vu ce que ça allait impliquer, ne serait-ce que pour nous, on s'est dit, c'est pas Dieu possible, on va pas y arriver. Donc, je pense que il faut quand même effectivement revoir un certain nombre de mécanismes de fonctionnement européen. Comme je l'ai dit, accepter tous, mais de manière inclusive envers tous nos collègues des autres pays, d'abandonner une partie de notre souveraineté, mais pas pour construire une Europe française, parce que ça ne marchera pas. Je crois qu'il faut qu'on fasse très attention. Et enfin, effectivement, il faut faire attention aux institutions européennes, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'effectivement, en matière de marché de capitaux,
il fallait effectivement donner davantage de pouvoir à l'autorité européenne. C'est absolument indispensable parce qu'on voit bien que la fragmentation de la supervision fait à minima partie du problème de sous-développement de nos marchés de capitaux. Pour autant, il ne faut pas nier que ce qui a été fait, Benoît le connaît, en matière bancaire, avec une institution européenne qui a pour le coup beaucoup de pouvoir, est perçu comme un repoussoir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entités financières qui disent c'était quand même beaucoup mieux et beaucoup moins cher et beaucoup moins bureaucratique et beaucoup plus compétent quand on travaillait avec nos superviseurs nationaux. Donc je crois qu'il faut tenir compte de ça. Il faut que les gouvernances soient plus ouvertes. Il faut se poser la question, notamment dans ces instances européennes, de mieux associer les parties prenantes, que ce soit d'ailleurs les entreprises ou les investisseurs, consommateurs sous leurs diverses formes, etc. Parce que effectivement, autrement, on fait des erreurs qui nous coûtent très cher. Oui, alors je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Marianne sur le fait qu'il faut qu'on change notre rapport à l'Europe. Les élites françaises et le monde politique français et le monde administratif français d'ailleurs a une sorte de relation passive-agressive avec l'Europe. Donc on attend tout de l'Europe, mais en même temps on l'accable de tous les maux en permanence. Et comme l'a dit Marianne, on projette sur l'Europe un modèle français et qui est de nature nostalgique. Bon, ça marche pas du tout. Moi, j'ai passé 8 ans dans une institution communautaire qui est la Banque Centrale Européenne. C'est du compromis permanent, et bien sûr. Il y avait 19, pas 27, 19 pays autour de la table. Et ça prend beaucoup de temps, mais une fois que ce compromis est là, il est très fort et très robuste et il nous porte quand on discute avec les Américains, les Japonais, etc. Donc il faut faire ce travail de compromis. Il faut que l'Europe soit effectivement, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'innovation et particulièrement l'innovation de rupture. Il faut qu'on change d'attitude vis-à-vis de l'innovation et qu'on arrête de penser que l'innovation c'est d'abord un facteur de risque, qui est quand même le point de départ d'un très grand nombre de cadres réglementaires européens où on retourne toutes les pierres les unes après les autres pour voir les risques qui sont dessous, y compris dans des secteurs qui n'existent pas encore, comme l'intelligence artificielle. Donc on a des régulations comme le règlement IA qui font plusieurs centaines de pages dans des secteurs qui n'existent pas encore. C'est quand même un exploit. Donc c'est encore une question de curseur, quoi. Il faut donner sa chance à l'innovation, quitte à avoir des instruments forts pour intervenir a posteriori si ça déraille, bien sûr. Mais il faut quand même laisser sa chance à l'innovation. Et surtout, il faut aller, je pense que c'est un fil directeur de notre discussion, il faut aller plus vite. En 2012, quand il a fallu créer l'union bancaire, on l'a faite en 2 ans. Et là, je ne vois pas le sentiment d'urgence, honnêtement, au Conseil de l'Union européenne. Et où il y a cette phrase qu'on connaît tous de Jean Monnet, qui est que l'Europe se fait dans les crises et c'est la somme des solutions qui ont été apportées à ces crises. Il faudrait pas n'attendons pas la prochaine crise pour avancer. Tout ça est très urgent. Oui, mais ça pourrait être pire. Donc, n'attendons pas qu'on ait touché le fond de la piscine parce qu'on ne sait pas quelle est la profondeur de la piscine. Voilà. Et puis un mot de publicité puisque Eric a parlé d'intelligence artificielle, qui est évidemment un thème majeur dans l'ensemble des secteurs de l'économie. C'est une très grande priorité pour l'autorité de la concurrence. On a publié en 2024 un avis sur le fonctionnement de l'intelligence artificielle générative. On a publié il y a quelques semaines, en décembre, une étude sur l'empreinte énergétique et environnementale de l'intelligence artificielle et ses conséquences pour la concurrence, où on discute le concept de sobriété dans l'IA, donc je vous incite à le lire. Et on vient de se saisir pour un avis qui paraîtra à l'été sur les agents conversationnels, les chatbots, et sur ce qu'on appelle dans un horrible franglais l'IA agentique. C'est un mot qui n'existe pas en français, donc il faudra trouver contre autre chose. Et les conséquences que l'utilisation des agents d'IA aura sur les places de marché et à travers les places de marché sur la publicité en ligne, avec derrière des enjeux majeurs pour les acteurs français. Eric, préparez vos questions. Oui, non, mais pour aller très vite et rester. D'abord, je voudrais qu'on n'oublie jamais que, effectivement, la régulation doit être pensée, mais on doit aussi. Ça a été évoqué à plusieurs reprises, mais il y a aussi les politiques industrielles et il faut favoriser l'émergence d'alliances et de consortiums.
il faut gérer l'achat public, il faut mettre en place des mécanismes de financement agile de l'innovation sur le modèle ARPA, enfin des agences américaines, pour essayer d'être plus agiles dans nos politiques industrielles. Du côté de la régulation, là aussi, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. C'est évident qu'il faut passer à l'échelle européenne, c'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à avoir ce principe de subsidiarité généralisée avec des 27 agences qui se coordonnent plus ou moins bien avec le niveau européen quand il y a un niveau européen. La concurrence, c'est un des rares cas où il y a un niveau européen. Dans les autres cas, c'est de la coordination horizontale et à l'évidence, ce n'est pas suffisant. Il faut que ces agences, elles aient un mandat clair. Et ce mandat, c'est pas simplement, bien sûr, c'est de porter la concurrence, mais c'est de porter une concurrence qui permet de créer de la richesse et qu'elle veille à la redistribution et à la coordination, enfin, et à la réalisation des objectifs stratégiques de l'Europe. On en a déjà parlé, décarbonation, transition numérique, etc. Et puis, le dernier point, c'est que ces agences, elles doivent fonctionner en fait avec le meilleur équilibre possible entre régulation et supervision. C'est-à-dire qu'au fond, alors il y a le modèle des bacs à sable qui a été développé dans la finance et qui a été adopté ensuite assez largement par plein d'agences de régulation. En réalité, pour favoriser l'innovation, il faut que l'agence soit là, l'agence de régulation soit là, qu'elle coopère avec ceux qui innovent pour éviter de faire le règlement avant que l'industrie, les usages et les technologies émergent. Et puis, effectivement, on fixe les problèmes, on anticipe les problèmes parce qu'on a une connaissance des métiers, on a de la mémoire de long terme que n'ont pas les innovateurs et on peut essayer de trouver des solutions en marchant. Et c'est le bon moyen d'équilibrer innovation et régulation. Et évidemment, ça repose sur le fait que les agences soient indépendantes parce qu'elles ne peuvent pas être soumises en permanence aux diktats du cycle électoral, pour faire simple, ou aux diktats des coalitions gouvernementales mouvantes éventuellement au plan européen. Mais il faut qu'elles aient un mandat clair et un mandat démocratique et qu'elles rendent des comptes sur ce mandat. Et je pense que c'est une nécessité pour parvenir à la réalisation de ces objectifs stratégiques. Alors, je crois que nous avons 10 minutes puisqu'il faut que la salle soit vraiment libre et pouvoir être réoccupée à 20 heures. Donc, vite. Alors, pour des questions de timing, en fait, il reste quelques minutes seulement. Donc, on va prendre seulement 2 questions d'affilée. Je vais faire passer le... Allez-y, puis la deuxième question sera juste derrière, juste après. Bonjour, Jean-André Barboussa, directeur des affaires publiques de Renault Group et un ancien de la Commission européenne. Quand j'étais à la Commission européenne, on me disait, si tu n'as pas de réponse à la question, on va voir les traités. Or, aujourd'hui, je me demande et je me permets de vous poser la question, finalement, quand on regarde les compétences de l'Union européenne, qui sont dans l'article 4 à 6 du traité, on se rend compte que dans les compétences exclusives, on a bien sûr la concurrence, mais on n'a pas l'industrie qui est dans l'article 6, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compétences. Est-ce que ce n'est pas le moment, justement, d'avoir le courage d'aller revoir les traités pour rajouter exactement tout ce qu'il y a là-dedans? D'un autre côté, on se rend quand même compte que c'est la falaise, étant donné la situation politique qu'il y a aujourd'hui en Europe, mais est-ce qu'on peut s'en passer? Madame, la deuxième question, Svetanka Karanov, trésorière grand groupe. Ma question concerne le circuit SWIFT. On a eu l'exemple... Allez-y. SWIFT. Donc, on a eu l'exemple de la Russie qui a été coupée, elle a attaqué l'Ukraine. Je ne peux pas imaginer que l'Europe ne s'est pas préparée pour un scénario plan B au cas où SWIFT soit coupé ou EBIX, etc. Et j'aimerais savoir justement quelle est notre mémoire et comment l'Europe coopère dans ce domaine-là. Et c'est la grande angoisse de toutes les entreprises, d'avoir le SWIFT coupé. Je
crois que ça a été un peu évoqué tout à l'heure par Benoît. En fait, la question, c'est c'est vrai qu'on est dépendant d'un certain nombre d'infrastructures, notamment en matière de paiement. Alors moi, je suis pas le régulateur de l'univers des paiements, mais je crois que les banques centrales sont en train de s'en préoccuper assez sérieusement. D'abord, et les régulateurs bancaires, hein, en encourageant des projets privés qui permettent d'avoir des circuits de paiement pan-européens robustes et autonomes, et puis aussi en développant la monnaie banque centrale. Je crois que ça, c'est un des très, très, très grands enjeux stratégiques qui est devant nous, hein, mais qui c'est demain. La monnaie banque centrale pour les règlements des entreprises, c'est d'ici la fin de l'année. Hein. Donc, je pense que il y a heureusement un certain nombre de choses qui sont déjà en cours. C'est vrai que se dire qu'on pourrait être coupé d'un certain nombre de grands circuits, je crois que le plus évident, c'est les circuits numériques. Hein, et là, je ne pense pas qu'on ait d'alternative. Donc, il faut qu'on examine nos dépendances et nos vulnérabilités, c'est évident. Mais il me semble pas que sur les paiements, ce soit le domaine qui soit le plus menacé, me semble-t-il. Voilà. Oui, alors je reviens juste sur un instant sur SWIFT, c'est une messagerie, c'est pas un système de paiement. Il y a un enjeu majeur de souveraineté sur les paiements et notamment sur les paiements par carte de crédit, hein, qui sont fragmentés en Europe et dominés au niveau international par des acteurs européens, par des acteurs américains, pardon. SWIFT, c'est une messagerie et c'est une entreprise belge régulée en Belgique. Donc c'est pas là que je suis le plus inquiet. On peut imaginer des scénarios où ça se passe mal, mais c'est quand même SWIFT, c'est en Europe. C'est déjà une petite protection. Sur les traités, on peut imaginer effectivement des scénarios, des Big Bang où on change les traités. Je crois que il n'y a pas du tout d'actualité, d'espace politique pour ça. Il y a des choses qu'on peut faire en matière de politique industrielle pour rendre la politique industrielle plus européenne, sans changer les traités, qui sont d'ailleurs dans le rapport Draghi, un peu ou prou. On pourrait conditionner les aides européennes ou les dérogations aux règles européennes, et je pense aux aides d'État en particulier, de manière plus ferme et plus stricte au fait qu'on parle de projets pan-européens. Alors qu'aujourd'hui, je crois que disons 80% des aides d'État accordées depuis le Covid ont été accordées en France, à la France et à l'Allemagne. Hein, c'est ça la situation. Donc avoir une approche plus agressivement pan-européenne, mais ça nécessite un exercice auquel les gouvernements aujourd'hui ne sont pas prêts, qui est un exercice qui est de se demander quels sont les avantages comparatifs des différents États membres et où est-ce qu'on va localiser différentes facilités industrielles. Donc accepter qu'il n'y ait plus de concurrence entre la France, l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas pour attirer les entreprises américaines ou japonaises. Je crois qu'on en est malheureusement assez loin. Je crois que malheureusement, monsieur, vous ne pourrez pas poser votre question, mais merci à vous tous de ce débat.